Mindways, le podcast pour rebondir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mindways. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un art aussi redouté que fondamental, la prise de parole. Mon invité du jour est Rubén Pérez, coach en prise de parole pour dirigeants depuis 7 ans. Il les accompagne dans la co-rédaction et la répétition de leurs conférences, pitch, discours ou interviews télé. Mais ce qui rend son approche unique, c'est qu'il ne travaille pas sur la peur en surface, ni avec des astuces de posture ou de respiration. Ce qu'il propose, c'est une vraie méthode de préparation centrée sur la générosité, la clarté du message et l'impact sur l'audience. Son parcours est atypique, de l'entrepreneuriat au coaching, du remix coworking à l'Australie. Il a fait de son histoire un levier pour aider les autres à raconter la leur. Dans cet épisode, on va parler de ce qui fait une prise de parole inoubliable, de la peur de parler en public et de comment transmettre un message qui marque les esprits. Rubén, bienvenue dans Mindways. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Écoute Sébastien, je crois que tu m'as mieux présenté que je me présenterai, donc écoute, c'était parfait. Tout compris, moi depuis 7 ans, je prépare des prises de parole pour des dirigeants d'entreprise. Et quand je dis préparer, c'est-à-dire que je les rédige à leur côté. Ils ont le Google Doc qui devrait envoyer 24 heures après la première séance, où il y a la conférence, le discours, le passage télé, le pitch investisseur qui va bien. Et derrière, je les prépare après avec des séances de répétition pour que ça cartonne. Et j'adore ça. Je suis pas tant dans la théorie que ça. Tu vas peut-être le sentir assez rapidement. Je suis vraiment depuis 7 ans dans la pratique et c'est comme ça que j'ai un peu cultivé, l'art, on peut appeler ça, de prendre la parole. D'accord. Si tu devais résumer ton parcours en une seule intention, ça serait quoi ? Alors intention, je sais pas, mes mots, ça serait assez bordélique. Je pense que le mot serait bordélique. J'ai toujours eu, envie d'entreprendre en fait, tu vois? Donc moi, j'ai simplement pris toutes les perches qui m'étaient tendues jusqu'à finalement me tendre la mienne. Il y avait une perche qui m'était tendue pour, l'hôtellerie. J'ai pris pour lancer des casques audio comme celui que j'ai sur la tête. J'ai pris, j'ai pris pour lancer une marque de t-shirt. Quand j'étais petit, quand j'étais assez jeune, j'ai pris et finalement, je me suis dit au bout d'un moment, finalement: «Qu'est-ce que tu veux faire toi, quoi? Et arrête d'attendre les perches des autres», et c'est comme ça que la prise de parole est venue très naturellement parce que j'aime prendre la parole en public et j'aime faire passer des messages. Et au début, mes coachings d'il y a 5 ans ne ressemblent pas du tout à ce que c'est aujourd'hui. Donc c'est vraiment au travers, je pense, de la répétition. J'écris en moyenne 2 prises de parole par semaine et j'espère ne pas faire plus. Et c'est comme ça que ça s'est affiné, mais au départ, tout venait d'un bordel. Effectivement, quand on lit ta description sur LinkedIn, tu as eu plusieurs vies pro avant de devenir coach. Quand est-ce que tu as compris finalement que la prise de parole, ça serait ton domaine ? Ça a toujours été mon domaine, si jamais je ne me le cache pas. Quand j'étais au collège, j'étais presque le seul à la dans la classe à vouloir aller, devant les autres, devant le tableau, présenter des trucs. Pareil, derrière en école de commerce, pareil après dans la vie professionnelle, ça m'a jamais fait peur. Et en fait, j'ai toujours compris, si tu veux, l'opportunité qui m'était présentée pour prendre quand je prenais la parole en public et que je devais saisir. Et donc j'ai toujours vu ça sous cet angle-là plutôt que sous l'angle de: «Ils vont me juger ou je suis stressé, machin». J'en avais rien à faire à chaque fois, et je me suis dit: «Je peux transmettre ça». C'est-à-dire que je peux transformer des prises de parole pour des opportunités en des opportunités pour d'autres qui peut-être le voient comme, en effet du stress, comme de la pression, comme un jugement. Mais tout ce qu'on juge, c'est vos messages, c'est vous. C'est pas vous qu'on juge, c'est les messages. Donc si vous préparez vos messages et que vous saisissez l'opportunité qui vous est présentée, eh ben, tout ira bien. D'accord. Tu coaches des dirigeants, qu'est-ce qui bloque le plus dans leur prise de parole finalement? Est-ce que c'est finalement ce que tu étais en train de dire, cette espèce de peur du jugement ou Alors c'est ce que crée la peur du jugement, dans le sens où la peur du jugement est créée le fait qu'on cherche à se cacher. Et même chez des dirigeants qui sont parfois des dirigeants de grands groupes ou de TI, ils cherchent à se cacher par énormément d'informations. Donc ils vont avoir des textes qui sont simplement un amas d'informations, un amas de concepts, c'est-à-dire, tu vois, de la croissance, de l'agilité, une culture de l'excellence, tous ces trucs qui sont des mots qui ne veulent plus rien dire, qui n'ont aucun poids émotionnel. Et donc ce que ça a à avoir, comme effet, c'est que tout simplement,
On n'écoute pas ça et surtout on s'en remémore pas et ça nous fait pas agir derrière. Que Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que l'objectif d'une prise de parole, c'est toujours l'action. On veut changer quelque chose chez notre audience. Donc tu es pas là pour en fait, on dit: «On est là pour informer, on est là pour convaincre, pour persuader». Tout ça, c'est du bullshit. Tu es là pour faire agir. Ouais, derrière Donc le qu'est-ce que tu message, veux? heu, derrière le message stratégique de l'entreprise, même si de prime abord, ça peut paraître de l'info, effectivement, c'est on veut plus aller plus loin et cetera. Donc effectivement, il y a une action derrière, demandée de manière implicite. Ouais, c'est ça et la plupart ne savent pas ce qu'ils veulent déjà, générer comme action. Donc si tu sais pas ce que tu veux que ton audience fasse, elle le fera jamais parce que tu iras pas dans cette direction et tu seras absolument pas, voilà, tu c'est comme si tu je te disais: «Monte dans un bus», mais moi-même je sais pas où on va, tu vois? Ah, tu vas pas monter. C'est clair. J'ai eu cette discussion-là avec, Simon Giraud dont l'épisode est sorti, juste avant le tien. Et effectivement, il disait, c'est la même image, tu vois? C'est comme si tu montais dans un taxi en disant, «Allez, on y va», mais que tu lui dis pas, où on va, quoi. Globalement, bah, ton taxi va pas bouger, quoi. Effectivement. Pourquoi, les astuces classiques de posture, de respiration, d'ancrage, on en parlait en début de l'émission, pour toi ne suffisent pas, pour la prise de parole? Bah, il faut être très réaliste. Imaginons, tu as une bonne posture. Ah, tu es ancré au sol, par exemple. Tu respires bien, tu as une belle voix. Bon, bah, tu sens bien si tu veux que ça suffit pas, quoi. Tu vois? Tu sens bien que si t avec ça, tu peux quand même dire des trucs extrêmement chiants. Tu peux dire des trucs extrêmement chiants avec une belle voix, en étant bien ancré au sol, en étant bien sûr de toi, en n'ayant aucun stress, mais ça reste chiant, ça reste chiant. Donc si tu veux, malheureusement, maintenant, aujourd'hui, j'ai presque envie de te dire que l'objectif de la prise de parole, ça devient de ne plus être stressé. «Oui, ben, j'ai pas envie d'être stressé». Je leur dis direct: «Non, mais c'est pas ça l'objectif. Je me fous que tu sois stressé, moi. Est-ce que c'est mémorable? Est-ce que ça va générer des actions derrière? Est-ce que ça va les inspirer à agir autrement, à penser autrement?» Donc il faut arrêter en fait le vrai problème de ça, c'est que on met le focus sur l'orateur et pas sur l'audience. Donc Ouais, d'accord. toute l'énergie bah, ouais, toute l'énergie de l'audience, tu parles à 500 personnes et tu te dis: «Attention, il faut que je fasse attention à moi». Aucune logique. Fais attention aux 500 personnes. Toi moi je leur dis parfois sur des pitchs de 3 minutes, par exemple, je leur dis: «Je me fous que tu stresses. Que ton cœur il batte à 60 à l'heure ou à 120, alors tu vois si ça les bloque, s'ils n'arrivent plus à parler, OK. Mais du moment qu'ils font ce qu'on a prévu, eh ben c'est bon. Heu, c'est dans le sac, quoi». C'est c'est des fondamentaux entre guillemets «de base» qui te permettent d'être à l'aise. Mais comme tu dis, effectivement, c'est ce que tu vas dire, qui va être important et tu peux le dire de manière, très chiante, ou inintéressante et du coup ne pas avoir l'impact que tu désires, quoi. Mais il faut réfléchir autrement, c'est-à-dire qu'il faut se dire la réalité, c'est que c'est ce que tu vas dire qui va te mettre à l'aise. C'est quand tu vas voir dans ton audience de l'intérêt, quand tu vas sentir que ça, c'est une histoire qui te tient à cœur, que ça fonctionne, que tu te sens bien en le disant. Tu vois, je dis toujours à ceux qui sont très stressés, faites des intros, pas seulement pour capter l'attention de l'audience et toutes ces conseils super, mais super, moyen, moyen. Faites l'intro pour vous aussi. Un truc assez facile pour vous sentir bien, quelque chose que vous connaissez, une anecdote que vous avez déjà racontée, une expertise sur laquelle vous pouvez vous baser, où vous savez très bien que vous êtes expert et qu'il n'y a pas de souci dans votre tête. Donc en fait, il faut via le message, ça va être votre base, votre boussole pour vous sentir à l'aise, pour adopter une bonne posture, pour adopter une bonne voix, pour gérer votre respiration. Mais la vraie base, c'est le message. Donc si jamais tu travailles, tu dis: «Je veux une voix, je veux gérer mon stress, je veux machin», mais que tu travailles pas ton message, oh, tu te tires une balle dans le pied, hein. Tu dis que tout repose sur l'environnement de la préparation. À quoi ça ressemble, concrètement, pour toi, justement? Puisque tout va se dérouler un petit peu en off avant le moment, du «show» entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Comment ça se passe dans les coulisses, du coup? Alors, je vais te raconter comment ça se passe de façon traditionnelle, heu, pour déjà et parce qu'il faut qu'on comprenne que si jamais
prépare une prise de parole dans le stress, dans la tension, tu vas la donner dans le stress, dans la tension. Et donc, comment ça se prépare en général une prise de parole? Ça se prépare par la première question que les gens se posent, c'est: «Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter?» Mauvaise question, demandez-vous: «Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir écouter?» Donc ça commence déjà comme ça et après, ça rédige son texte, bam, bam, ça le blinde d'un maximum d'informations parce qu'on pense que, ça va nous protéger. Voilà, je leur donne plein de trucs, il faut qu'ils sentent que je suis expert, il faut qu'ils sentent que je suis dirigeant de telle entreprise. Je leur donne, je leur donne, je leur donne. Je répète ça avec ma compagne, avec mon compagnon. Ah ouais, je vais répéter ça avec ma compagne, mon compagnon. Compagnon, évidemment, il a pas envie de se prendre, des tartes, donc il dit: «Ah ouais, c'est très bien. Par contre, si tu peux améliorer un tout petit peu ça, ce serait une bonne chose». Voilà, un regard critique minimum. On s'énerve parfois, avec soi-même en répétant, on sent qu'on ne sait pas, on sent que c'est pas bien, on s'envoie des messages négatifs dès le départ. «Ah mais hein, je suis pas assez bon, je suis pas assez préparé, je». On va sur scène, la boule au ventre, on a eu envie d'une seule chose, c'est que ça s'arrête. C'est: «Ah, je leur balance, ça s'arrête». Si toi, tu as envie que ça s'arrête, alors eux, ils vont pas vouloir que ça continue, tu vois? Donc ce qu'il faut que tu transformes, c'est cette expérience pourrie en: «Je vais m'éclater, pas pour moi, mais pour les autres». Parce qu'ils sont 300 à m'attendre, 400, 200, 50, que je vais prendre de leur temps et j'ai envie de créer une belle expérience pour eux. OK, c'est quoi le message principal que je veux faire passer? Pourquoi je veux faire passer ce message principal? Quelle action ça va naturellement générer? À partir de ce message principal, qu'est-ce que je vais pouvoir créer autour de ça, en termes d'émotion, d'image, pour que ça soit sympa à vivre, pour qu'ils partent avec quelque chose, pour que ça s'ancre dans leur cerveau? Vas-y, tiens, tu sais quoi? Je prends une séance avec un coach d'1 heure pour répéter ça et qu'il me donne un regard critique. «Ah, c'était fun, bon, ça se trouve, tu as pas choisi un bon coach, mais c'est pas grave. C'était fun, c'était marrant, il m'a donné des astuces, machin». Je répète, je me filme. Je regarde, je me critique. Je montre à des autres personnes, des collaborateurs, des associés. Ils me donnent leur regard critique aussi dessus. Je monte sur scène, je sais ce que je vais donner. Je connais le package. Je sais le quoi et je sais le comment. Et là, je déroule et même si je suis stressé, je déroule avec beaucoup plus de confiance parce que l'atmosphère dans laquelle j'ai préparé tout ça, l'objectif était dès le départ le bon. OK, c'est hyper intéressant et au-delà de ça, sur le côté répétition, alors on y reviendra peut-être un peu plus dans les détails tout à l'heure, mais moi je sais que je suis amené à faire notamment de la prise de parole en public et c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément, mais je pense que pas grand monde, prend un kiff insoutenable à ça. Par contre, moi j'ai remarqué un truc en ce qui me concerne, c'est que si j'ai un truc ultra préparé, enfin presque un script à dérouler, c'est là que ça se passe pas bien en fait. C'est-à-dire que moi, je vais essayer de me raccrocher à des points un peu clés, de cheminement du message effectivement que je veux donner. Mais, entre ces lignes-là, globalement, c'est un peu freestyle et je suis beaucoup plus à l'aise en fait dans ce moment un peu freestyle parce que, bah, je sais quand même où je veux aller donc je s mais je suis pas accroché à un texte où je me dis: «Putain, si jamais j'oublie la phrase d'après, je suis bloqué» ou ce genre de truc. Toi, tu leur donnes vraiment un script ou tu les orientes plutôt vers ce genre de mode de fonctionnement? Évidemment, je leur donne le deuxième mode de fonctionnement où ils ont une structure, ils sont libres d'y aller comme ils veulent. Et d'ailleurs, je leur dis: «Détache-toi du texte». C'est-à-dire que le texte, il est là comme, une bouée de secours de structure. Mais ils vont pas le lire au mot à mot et tu as tout à fait raison. Tout ce qui se base sur la peur crée, du stress, crée, désolé d'utiliser le mot un peu dur, mais crée de la merde. C'est-à-dire que pourquoi tu apprends par cœur? Parce que tu as peur. Pourquoi ton truc, il est super préparé et que tu dois lâcher les lignes les unes après les autres? Parce que tu as peur. Il y a rien de bon qui est né de la peur, hein. À part le fait que, tu roules pas à 300 km/h sur la route parce que tu as peur d'avoir un accident, ça c'est pas trop mal. Mais sinon en général, dans le monde professionnel, si tu as peur de quelque chose, bah, tu le fais mal, quoi. Donc il faut se laisser énormément de liberté, dans le sens où il faut une structure, il faut que tu connaisses bien ton introduction, il faut que tu connaisses bien ton premier message, tu une idée aussi de temporalité. Combien de temps je dois parler là-dessus? Parce qu'il y a pas mal, de personnes que j'accompagne où ils peuvent rapidement bla 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 bla, hop, 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 ça fait 15 minutes que je parle alors que c'était supposé durer 3 minutes. Et il faut aussi que tu aies une idée très claire de où tu veux amener ton audience émotionnellement. Donc c'est-à-dire, c'est pas juste des messages, c'est: «OK, là, j'ai envie de créer une surprise, de la joie,
de la crainte. Là, j'ai envie de leur montrer, j'ai envie qu'ils se sentent responsables, tu vois? Avoir une boussole émotionnelle et pas seulement des messages à faire passer et ça va te permettre de beaucoup mieux gérer ton rythme, ta voix, tu vois? Au lieu de travailler ton rythme, ta voix, travaille ta boussole émotionnelle. Dans quelle émotion tu veux les amener? Et là, tu vas adopter le bon rythme, la bonne voix. Ah, c'est Mais hyper ouais, je suis intéressant. carrément d'accord avec toi, Sébastien. N'apprends jamais par cœur. Laisse-toi une liberté maximale pour être en connexion avec ton audience et pour toi, avoir la liberté d'être euh, tranquille, à l'aise dans ce que tu racontes. Ouais et puis s'il se passe quoi que ce soit, au moins t'es pas planté, quoi. Parce que le par cœur, c'est si on t'interrompt au milieu du truc, t'es mort, quoi. Enfin, c'est J'ai eu, euh, j'ai eu une cliente qui a eu ce problème récemment. Elle voulait apprendre par cœur. Je lui ai dit, s'il te plaît, fais pas ça. Avant de monter sur scène, il y a son micro qui n'a pas marché. Donc, elle monte sur scène, son micro marche pas. Elle m'a dit: «Ça m'a déboussolé, je ne savais plus quoi dire». J'ai dit: Tu vois? Mais c'est-à-dire que des fois, mon métier, c'est de convaincre des gens de faire les bonnes choses, tu vois? C'est ça, c'est-à-dire, je vais les convaincre, je vais leur dire: «Ah, attends, je vais te convaincre pendant 5 minutes de pas faire, de pas aller sur la mauvaise voie». Alors que moi, j'ai pas s'ils y vont sans ego, avec moi, j'ai pas besoin de les convaincre. Tu vois? Je leur dis juste le pourquoi et c'est bon. Ils comprennent. Mais quand ils viennent avec moi avec un peu d'ego, et ça arrive. Bon, ça des fois, je dois les convaincre et je peux pas pousser, quoi. C'est eux qui vont monter sur scène, donc des fois, ils montent sur scène avec leurs a priori. parle souvent de générosité, tu l'as un petit peu abordé, déjà dans tes explications, mais, qu'est-ce que ça change fondamentalement dans une prise de parole? Alors, pas seulement dans une prise de parole, mais dans ta vie en général. Tu sais, moi, ouais, je pense une seule chose, que quand on sera et ça va arriver dans pas si longtemps, 50 ans, je me dirais, à nous 2, dans notre lit, de mort, on va pas se dire: «Alors qu'est-ce que j'ai pris?» On va pas se dire au monde: «Alors qu'est-ce que j'ai pris?» Compte bancaire, voiture, machin, maison, est-ce que j'ai pris plein de choses? Non. La seule chose qu'on va se dire, c'est: «Est-ce que j'ai suffisamment donné?» Et la seule chose dont nos proches vont se souvenir, c'est: «Ce mec, cette nana, est-ce qu'elle a donné?» Donc ça va partout et en prise de parole, tu peux donner pas à une personne, tu peux donner à des centaines de personnes, voire à des milliers de personnes. Donc c'est le moment de donner beaucoup et quand je dis donner, ça veut dire des heures de préparation. Même si, moi, les dirigeants que j'ai, ils ont des agendas, surbookés, tu vois? Hein, pour bloquer un coaching, c'est compliqué. Mais je leur dis: «Mais bloque. Qu'est-ce que tu peux bloquer? Un samedi après-midi, un dimanche, bloque, bloque, bloque» et c'est donner après de la valeur. C'est donner des émotions, c'est donner toi-même pour mettre en avant ces émotions, tu vois? C'est de mettre de côté ton ego. Presque, l'orateur parfait, c'est l'orateur qui disparaît pour mettre son message en avant. Et c'est des gens qui, ils ont tellement envie de faire passer leur message, qu'ils se transforment et donc tu vas leur parler après leur conférence, après leur discours, tu te dis: «Ah ouais, il est pas pareil quand je lui parle en individuel que» non, parce que le mec, quand il était sur scène, il était plus là. C'était son message en priorité. Moi, je dis générosité dans le sens où soyez généreux dans le temps de préparation, dans la valeur que vous apportez, dans votre capacité à valoriser vos messages, à les donner en vous effaçant. C'est, ça rejoint ma question d'après et un petit peu ce que tu as dit, tu vois? J'ai bien aimé quand tu as dit, on prend pas forcément soin de soi, mais de l'audience que tu as devant toi, les 500 ou 1000 personnes peut-être qui t'écoutent. Est-ce que tu as une façon d'amener les gens à leur amener le comment on place vraiment l'audience au centre, quand on a une pression, une deadline, un enjeu business? Heu, je prends un pitch, pour, une levée de fonds par exemple. Enfin, tu peux expliquer de manière très factuelle ce que tu es en train de faire, mais si tu engages pas l'audience parce que tu attends quelque chose clairement d'eux, comment tu peux, très rapidement les embarquer avec toi? Ce que tu me demandes là, c'est, est-ce que tu me demandes comment est-ce que je fais comprendre à ceux que je coach l'importance de l'audience ou comment est-ce qu'ils doivent Mettre l'audience au centre, de l'interaction, quand tu pitches. alors, l'audience, elle est au centre, que tu le veuilles ou non. Ouais. Après, c'est est-ce que toi, tu vois? C'est-à-dire qu'ils ont tu pas le choix. Tu places pas l'audience au centre, l'audience, elle est au centre.
Si jamais elle veut pas t'écouter, elle t'écoute pas. Si jamais tu l'écoutes, elle t'écoute. Donc elle est au centre. C'est juste, est-ce que toi, tu vas faire l'effort d'aller comprendre le centre? Un pitch investisseur, c'est rien d'autre que tu parles à des humains qui ont un métier et ce métier, c'est de financer des startups et souvent, ils ont un second métier parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre startup, blablabla. Déjà, 1re chose qu'on fait quand il y a un pitch startup, je vais sur le profil LinkedIn des invests, si, si on les connaît. Je vais aller checker le site internet, de l'incubateur. Je vais essayer de les comprendre et je le montre ça au mec que je coach. Je lui dis: «Attends et tu regardé un petit peu, à qui tu allais parler?» «Ouais, je connais vite fait, c'est machin, nananana». «D'accord, mais tu regardé?» Alors je lui envoie le profil, je lui dis: «Intéresse-toi, nin». Donc si tu veux, quand c'est une large audience, c'est pareil. Je lui dis pas, «OK, qu'est-ce que tu veux dire?» Je lui dis: «Alors tu as vu un petit peu là, tu as parlé, 14 h, c'est chaud, ils viennent de manger. J'ai vu qu'il y avait un event juste avant». C'est-à-dire que c'est la deuxième journée où ils viennent. Ils sont tapés la matinée, les mecs, ils sont cuits, hein. Et juste avant toi, je sais pas si tu as vu, mais tu as un tel qui est assez gros dans le business. T'étonnes pas si l'audience, elle part un petit peu quand on annonce ton nom. Tu vois, je suis presque un petit peu difficile parfois pour leur faire comprendre que l'audience, c'est le Dieu absolu et c'est, vers eux qu'il faut aller. C'est eux qu'il faut comprendre. On dit toujours: «Il y a jamais une mauvaise audience, il y a toujours un mauvais orateur». Donc tu t'adaptes. Ouais, effectivement, c'est c'est hyper intéressant ce côté, alors au-delà effectivement de la prise d'infos, pour un pitch et cetera qui me paraît être une évidence, mais ça l'est peut-être pas pour tout le monde. Ce côté, prise aussi en compte du moment où tu vas intervenir, heu, c'est vrai que c'est pas un truc qu'on fait forcément tous, de prime abord, moi le premier hein, d'ailleurs. Mais maintenant je l'aurai dans un coin de ma tête, de me dire: «Ouais, c'est vrai, il c'est 14 h, ils sont en pleine digestion, ils vont ronfler, comment je les réveille, quoi?» Et ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, quand je rédige ma prise de parole, en fait, je la rédige à 80 pour l'audience, à 20 pour l'orateur. C'est-à-dire que ça ressemble à l'orateur, ça met en avant sa personnalité, mais c'est fait pour l'audience. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est au-delà du contexte, c'est se placer dans leurs pieds. Heu, tu te dis, c'est des détails, mais c'est hyper important. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'ils connaissent des gens autour d'eux? Est-ce qu'il y a un collègue qui est à côté? Est-ce que, quand ils vont arriver, ils auront peut-être un verre de champagne à la main? Parce que c'est un discours que tu fais, à 19 h après les avoir invités à manger des sushis. Est-ce qu'ils ont mangé plein de sushis? Est-ce qu'ils ont, tu leur as dit que tu allais faire un discours, mais ils le savent pas vraiment. Tu vois? C'est pas pour eux, c'est pas ça, ils sont pas là pour ça. Donc si tu commences à faire un truc de 15 minutes, non, vas-y, ça va durer 5 minutes ton truc. Donc en fait, tu vas vraiment dans leur tête, qu'est-ce qu'ils ont mangé, avec qui ils sont, dans quel état d'esprit, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur journée, c'est quoi leurs valeurs? Enfin, tu vois? Ça, je le donne même pas à mes clients, mais c'est juste que moi, j'essaie de le comprendre en 5 minutes en leur posant des questions, en regardant sur internet un petit peu ce qui va se passer. Presque répondu à ma question d'après qui était: «Qu'est-ce qu'un message bien préparé pour toi?» qui est, clairement, bah, justement, je pense, si je dois résumer toute cette prise en compte, en fait, de tout ce qui peut, tout l'environnement dans lequel tu vas devoir intervenir, déjà de prime abord et je pense et tu l'as dit, avant, le quel est l'objectif du message, derrière aussi, quoi. En fait, pour moi, un message bien préparé, c'est comme quand tu verses de l'eau dans un verre. Donc tu as le verre, c'est l'audience. OK, tu cherches à la comprendre, sinon tu vas verser ton eau à côté. Tu as l'eau, c'est ton message. L'objectif, c'est que l'eau, il reste un max que tu puisses mettre un maximum d'eau dans ton verre, tu vois? Qui puisse retenir un maximum de choses, aller vers une action précise, mais avec des émotions fortes autour. Donc l'eau, en fait, si l'eau, elle est, translucide, ça marche pas. C'est-à-dire que si l'eau, c'est juste message après message, concept après concept, astuce après astuce, il y a rien, ça va s'évaporer direct. Si l'eau, c'est j'ai 2 messages à leur faire passer, j'ai 3 histoires, OK, là déjà tu es dans la bonne direction. J'ai une émotion principale que je vais mettre en avant, heu, j'ai envie de finir là-dessus, j'ai envie de finir sur cette émotion-là pour leur faire passer à l'action, OK. Et après il y a une troisième chose qui est ta main, qui verse le liquide à l'intérieur. Et donc la main, c'est
Est-ce que toi, tu es à l'aise? Est-ce que tu si tu trembles en renversant le liquide, tu fais: «Ah», tu vas renverser partout. Est-ce que tu es à l'aise avec ton message? Est-ce qu'il te va? Tu vois? Et là, justement, c'est pour ça que le par cœur, c'est pas bon parce que, ça ne va à personne de dire quelque chose qui a été écrit, quoi. Donc est-ce que ça te va? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu vas le renverser avec tranquillité? Est-ce qu'il te ressemble? Est-ce que tu sais adopter la bonne posture, le bon rythme au bon moment pour que tout ça se renverse tranquillement? Donc si tu accumules ces 3 là, la bonne façon de renverser, le bon message et la bonne compréhension de ton audience, là, tu seras dans le vert. Quels sont les ingrédients, clés pour que ton discours reste dans les mémoires justement? Heu, tu as parlé beaucoup d'émotions. Je pense que c'en est une importante parce que ça laisse je pense que c'est ce qui va te laisser une empreinte, de dire: «J'ai ressenti ça quand il m'a dit ça». Je pense beaucoup au discours de Steve Jobs, à la fac où il explique aux jeunes diplômés tout ce qui va les attendre et son parcours à lui et tu ressens forcément des trucs à ce moment-là. Et je pense que si ça devait être un ingrédient clé pour toi, ce serait les émotions? Alors, Steve Jobs, déjà, excellent exemple parce que c'est celui qui préparait le plus ses prises de parole. Il passait 60 heures en moyenne pour préparer une prise de parole, alors qu'il avait un agenda qui était bien chargé. Pour moi, la réponse, on la connaît. C'est-à-dire que si je te demande aujourd'hui, de quoi tu te souviens? C'est quoi tes souvenirs forts? C'est quoi un souvenir qui te viendra en tête naturellement? Là, bah, des choses dont je me souviens, France 98 par exemple, je peux te dire exactement où j'étais, ce que je faisais, quoi. Tu vois? Et à France 90 moi je me souviens, alors France 98 pareil, ça fait bien longtemps, mais je me souviens que j'étais avec mon oncle, on était je crois, en vacances en été à Nice et à un moment il a même conduit sans les mains. Moi j'étais petit, tu vois? Je disais: «Ah qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement fou». Il conduisait: «Ah, on a gagné je sais pas quoi». Je me souviens de tout ça parce que émotion forte. Je me souviens de la naissance de mes enfants, de la salle, là où on était, quand est-ce qu'on a décidé de leur nom. Émotion forte, je me souviens quand je suis tombé, quand j'étais petit, je m'a emmené à l'hôpital, émotion forte. Émotion négative ou positive, si elle est forte, on se souvient. Il y a pas de débat sur, il suffit de regarder ce qui se passe dans son cerveau, tu vois? Sur qu'est-ce qui fait qu'un message reste. Tu as l'émotion, qui est, le plus important, éventuellement la répétition, mais est-ce que tu vas vraiment répéter une prise de parole 40 fois à la même audience? Souvent, tu as pas ce luxe-là. Et il y a aussi quelque chose d'important qui est, la valeur qu'accorde ton audience à ce que tu dis. Donc, on parle d'éthos en prise de parole, mais la réalité, c'est si jamais tu as une audience qui se sent proche de toi, qui te considère comme un expert, qui a envie de t'écouter et depuis longtemps, bah, ils vont se souvenir plus de ce que tu racontes que si, c'est le boulanger du coin qui avait dit la même chose. Heu, donc mais le moi, ce que j'essaie de créer, parce que c'est surtout une expérience au-delà d'une prise de parole. Il faut pas que tu sois là en te disant, «Je vais faire passer quel message?» mais plutôt: «Qu'est-ce que je vais leur faire vivre à ces gens?» Tu vois? Et le truc qu'on comprend pas l'expérience, ouais. L'expérience, c'est ce qui laisse une trace émotionnelle. Si ton quelqu'un te dit: «J'étais en Italie, c'était génial, super expérience», tu sais immédiatement que ça veut dire le mec, il a des traces émotionnelles. Dans sa tête, il a des mémoires de l'Italie, qui sont sûrement liées à des émotions. Je sais pas moi, il a pris une glace avec son fils, en mangeant des super spaghettis ta. Bref, donc faut que tu crées ça et quand je te dis: «Faut que tu crées ça», parce que tu sais, les gens, ils se font appel à moi souvent pour des prises de parole à «enjeu» entre guillemets, des conférences, des machins. Mais tu peux créer ça le lundi quand tu parles à ton équipe. Tu peux créer ça en rendez-vous commercial. Donc on se limite malheureusement à de l'émotion dans la conférence TEDx. Là, faut que je fasse gaffe, faut que j'inspire. Mais en réalité, tu peux inspirer tout le temps. C'est sûr qu'on sent qu'il y a un soin, particulier sur des TEDx, des choses comme ça, parce que l'enjeu, pour la personne et là, pour le coup, elle est énorme. Enfin, je présume, j'ai jamais fait de TEDx, mais ça viendra peut-être un jour. Mais l'enjeu, enfin, c'est quelque chose d'impressionnant, je pense, pour l'orateur. Alors qu'effectivement, ce qu'on attend tous derrière quand on le regarde, c'est de vivre un truc. Et ouais, donc c'est pour ça que l'enjeu est important pour lui, quoi. Il connaît l'attente de son audience. Tu travailles en coécriture avec tes clients, comment ça se passe une séance avec toi, du coup? Alors c'est toujours pareil, en même temps jamais pareil, dans le sens où,
Toujours, c'est des expertises différentes et personnes différentes. 45 minutes où je te pose des questions, je t'écoute. Je cherche à comprendre tes messages, ton audience. Je te les dis pas, tu vois? Je suis pas mais aussi ta personnalité, ta façon de parler, ton rythme de voix, ta tonalité, heu et après je te dis direct: «OK, voilà ce qu'on va dire». Tu vois? C'est là très vite. Donc après je te dis: «Voilà ce qu'on va dire» et là, c'est là où on a un échange: «Ah ouais, ça me va Ruben. Ruben, tu penses que ça serait bien si on faisait ça, ta ta ta? Non, je t'explique pourquoi. Oui, je t'explique pourquoi». On rebondit, ça dure 90 minutes, 2 heures et après je t'envoie ton texte, la structure, sur laquelle on s'est mis d'accord. Souvent, je le lis, tu vois? Après les 2 heures, c'est-à-dire après 1h45, je le lis au client. Je dis: «Ah, ce qu'on a fait, bla et la réaction, c'est ils sont souvent sur le cul parce qu'ils comprennent pas comment j'ai compris leur business mieux qu'eux. Tu vois? Comment je peux expliquer un business que j'ai c'est ça, c'est qu'ils souvent ils disent: «Mais Ruben, mais comment tu as fait pour, Tu les as, c'est-à-dire que tu sais pas forcément ce qu'ils font, ce qu'ils vont dire, rien du enfin, tu pars d'une page blanche, quoi. disons que je je regarde leur profil LinkedIn, donc je sais si c'est, expert BTP, expert blockchain ou NFT ou machin, mais je connais pas le blockchain autant bien que lui ou la NFT autant bien que lui, ou l'IA et bah, en fait, moi, mon job, c'est pas de comprendre ce qu'ils font, c'est de faire en sorte que, ce qu'ils savent soit mieux traduit. Ils savent quelque chose, ils le donnent mal. Moi, je fais juste en sorte qu'ils le donnent bien. Mais j'ai pas besoin de comprendre fondamentalement ce que c'est que la blockchain. J'ai besoin de comprendre c'est quoi ton audience, c'est quoi leur niveau de connaissance, de concentration, d'implication. OK, comment tu peux leur donner ce message de façon la plus impactante possible? Et ce que je leur rédige après en général, c'est du phrase, phrase par phrase et mais je leur dis directement: «Je vais t'envoyer un texte, ça va être du phrase par phrase. Garde la structure, transforme-le en bullet point». Hem, la raison pour laquelle je leur demande à eux de faire du bullet point, c'est que moi, je ferai peut-être des bullet points différents qu'eux, parce que j'ai pas la même façon de réfléchir. Donc je leur laisse, cette liberté de faire leurs propres bullet points, leur propre structure et moi je leur balance juste, vraiment le texte, tel quel, quoi. Ouais, à eux de faire un peu la fiche, la fiche mémo, qu'on faisait tous au lycée, quoi. C'est ça, avec des couleurs et tout, Mais ça te permet de t'approprier ton message, en fait, que ça soit toi et c'est la différence entre toi, Ruben, qui leur a fait le truc et qui effectivement a le cheminement, entre guillemets «naturel» et eux qui vont se l'approprier quelque part, même si leur message, de base, c'est le leur, mais comment ils se réapproprient finalement. ouais et c'est ça en fait, si tu veux, une fois qu'il y a ce passage-là, la difficulté pour n'importe quel orateur, ils ont le message, mais ils savent pas bien le donner à leur audience parce que au mo tu vois, c'est toujours pareil. Au moment où on fait leur première répète, ils changent de voix. Je leur ai parlé pendant 2 heures, tu vois? Mais tout le monde fait ça, tu vois? Je leur ai parlé pendant 2 heures et là, ils me disent: «Ah, vas-y, fais-le moi une 1re fois» et donc imaginons là, je parle comme ça avec toi et là, d'un coup, ça devient, «Eh bien, bonjour à tous, déjà, j'aimerais commencer par, vous dire, quelque chose qui est important pour moi». Tu vois? Ils commencent à changer de voix, à changer de tonalité. Je suis en mode: «Mais qu'est-ce que tu me fais là?» Alors il dit: «Bah, je fais les gars, c'est mais c'est regarde». Tu sais, des fois, je leur enregistre et je les renvoie. «Pourquoi tu changes de voix, c'est quoi ces silences, que tu me fais, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire?» parce on nous a tellement vendu, si tu veux, l'orateur, le mec qui laisse des gros silences. En fait, moi, je déteste ça, parce que ça t'éloigne de ton audience. Le moment où tu es pas toi-même en face des autres, et bah, les autres, ils vont pas t'écouter. Une bonne prise de parole, c'est une prise de parole où tu es toi-même en face des autres et là, les gens, ils le ressentent, ils se disent: «Ce mec me parle, il me respecte, je suis un individu pour lui». Ils ont l'impression de parler à quelqu'un. Mais Ouais, il est si jamais tu si tu es en mode automatique, ça fait un peu pièce de théâtre, quoi, finalement, le truc. ouais et donc ça t'éloigne de ton audience émotionnellement, intellectuellement. Tu te dis: «Bon, OK, il m'a fait son truc». Il y a des conférenciers qui le font très bien, heu, mais c'est pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça qu'attendent les clients et c'est pas ça qu'attendent leur audience. Tu parles des silences, c'est marrant, c'est quelque chose, je pense que c'est un des outils les plus durs à utiliser.
parce que si tu l'utilises mal, là, tu te plantes à tous les coups, quoi. Et je pense que tu les aides à potentiellement justement mettre un ou plusieurs silences au bon endroit où ils se ils se débrouillent. Les silences sont dans la prise de parole, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, le rythme est dans la prise de parole. C'est-à-dire que si je te dis: «Écoute, et par exemple, je te dis, je sais pas moi, dis-leur cette phrase, tu vois? Une phrase du style, écoutez les mecs, il parle à son codir et il va leur dire: «Écoutez, on a fait des mauvais résultats depuis 6 mois et je pense que c'est de notre faute». Je lui dis: «Écoute, dis ça pour qu'ils se sentent responsables». Et ben il va peut-être le dire comme ça, il va peut-être le dire: «Écoutez les mecs, ça fait 6 mois, on a des résultats qui sont honnêtement très mauvais. Moi je pense que c'est de votre faute à chacun d'entre vous et je vais être très honnête là-dessus, je pense que c'est de notre faute». Tu vois? Là, les mecs se sentent responsables. Si je lui dis: «Dis ça», il faut qu'ils aient peur. Et là, il va le dire: «Ça fait 6 mois qu'on est dans le rouge et quand je vous dis dans le rouge, ma comptable, elle m'appelle tous les jours. Il faut qu'on se bouge les fesses, là. Je peux pas continuer comme ça, on peut pas continuer comme ça. Va falloir qu'on fasse quelque chose et quelque chose de brutal et vite». Tu vois? Donc le silence, le rythme, il est dans l'émotion que tu veux faire passer. Il est dans le message, si tu veux. Il est pas dans: «Laisse un silence et laisse un silence et laisse un silence». Tu vois? Ça, pour moi, c'est ridicule parce que justement, ça théâtralise ta prise de parole, alors que tu veux pas faire ça. Tu veux parler à des gens. Tu veux pas faire semblant de parler à des gens, tu vois? Et c'est vraiment de raconter ce que tu as à raconter avec l'émotion que tu as envie de faire passer et naturellement, comme si tu avais une conversation avec quelqu'un, et c'est censé être un peu le principe, ça va venir tout seul, en fait. Ça va venir tout seul, pas vraiment, parce que c'est beaucoup de préparation, Oui. tu vois? Tu vois? C'est-à-dire que si tu te dis: «OK, voilà, bah, ça c'est bon, ça va venir tout seul», bah, non, là, tu vas justement te cacher par peur dans les silences, dans, ta voix, rauque ou ta voix aiguë, heu, mais quand tu seras en confiance dans ta capacité à délivrer ça, quand tu comprendras que ton audience est plus importante que toi et pas quand tu le comprendras, mais quand tu le sentiras, si tu veux, heu, c'est là que ça va tout changer. En fait, si tu veux, moi je dis heu, pendant les répétitions, il y a une seule chose, je leur dis: «Heu, écoute, là, je te sens pas toi-même». Ça veut tu vois ce qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils se cachent. À partir du moment où tu te caches, personne va te regarder. Personne va te regarder, personne va t'écouter. Donc je te sens pas toi-même, je te sens pas toi-même et je leur dis ça, je les embête avec ça, tu vois? Parce que je veux en fait qu'ils trouvent leur propre définition de ce que c'est être soi-même. Donc c'est-à-dire je vais pas leur dire: «Ta voix elle est aiguë, tu me laisses un silence ici, c'est bizarre». Je leur dis pas ça. «Je te sens pas toi-même» et après, à un moment il y a, je sais pas, a breakthrough comme dit, tu ça casse et là, 10 secondes où le mec ou la nana, c'était elle et là je lui: «Eh putain, arrête-toi, arrête-toi, ça c'était génial. Ça c'était génial. Tu me fais ça. C'est ça, tu as tout compris, c'est ça, c'est bon, vas-y» et là, il y a le rythme et là, il y a la voix et là, il y a la posture et les astuces, cumulées les uns, sur les autres. Si tu veux, quand quelqu'un a peur, un petit peu peur, tu vois? Imagine, tu conduis une voiture pour la première fois, tu as un peu peur, tu es un peu stressé, je te dis: «Alors attends, là il y a le clignotant, là n'oublie pas de faire ça, là fais ci, là fais ça, là fais ça, là fais» tu penses que ça va te mettre en confiance? Alors que si je te dis: «Vas-y, détends-toi un petit peu là, tranquille. T'inquiète pas, il y a personne sur la route», tu vois? Là, voilà. Ouais, il y a le côté quand il y a beaucoup de préparation aussi, c'est vraiment s'approprier ton message et ce que tu veux leur donner donc parce que le message ou l'info que tu veux donner, tu l'as, mais comment tu te l'appropries réellement à toi, même peut-être qu'est-ce qu'elle te fait toi, à toi, et du coup, qu'est-ce que tu as envie que ton audience comprenne et ressente et c'est là où tu as ce travail d'introspection peut-être à faire avec ton message et ta prise de parole pour pouvoir être naturel le moment venu et ce côté, observateur extérieur qui est capable de te dire: «C'est pas toi» ou c'est hyper important, je pense, parce que pour le coup, c'est là où tu progresses, de fou, quoi. Parce qu'on on se met tous un masque pour se protéger, quand on y va et justement d'arriver à être soi-même, ça c'est là où c'est important. Tu as beaucoup de présentateurs de télé qui ont dit que ça a commencé à marcher pour eux le jour où ils ont arrêté d'être un personnage, quoi. Ouais, alors,
Pour Cyril Hanouna, on va dire que ça marche pas trop cet exemple, mais sinon pour le reste, ça va. Mohamed, bon, il a quand même réussi malgré tout. Ça, il a pas mal réussi. Puis après, il était trop lui-même, tu vois? Il m'a dit: «C'est bon là, calme-toi». Mais ouais, mais si tu veux, heu, la préparation réelle, c'est est-ce que je connais bien mes messages et est-ce que je les connais suffisamment pour justement être en mesure d'être moi-même, le jour J et ne pas regarder mes messages dans ma tête. Et moi, mon boulot, c'est de faire des prises de parole qui sont faciles à mémoriser, qui sont faciles à tu vois? Tu te en fait, je dis toujours, une prise de parole, si tu arrives pas à la mémoriser, elle sera jamais mémorable. Ça veut dire, si jamais toi, tu prends 3 jours déjà à l'apprendre par cœur, machin, parce qu'il y a: «Ah mais ça, attention, faut que tu fasses attention à dire ça». Personne s'en souviendra. Trop d'informations sûrement, des informations sans valeur, des choses que tu connais même pas. La mémorisation, ça te permet de rendre une prise de parole mémorable. Si c'est facile à mémoriser, ça a des chances d'être mémorable. Est-ce que tu as un exemple ou une anecdote, marquante d'un client que tu pourrais nous partager? Moi, je trouve que alors, je sais pas, pour moi, j'ai mes clients, c'est comme des amis pour beaucoup. Je les aime beaucoup, tu vois? Quand tu écris quelque chose pour quelqu'un, et je les tutoie tous, j'ai leur WhatsApp, si tu veux. Pour moi, chaque prise de parole que je rédige, j'essaye de faire en sorte que ça soit une anecdote sympa à raconter, une bonne expérience pour moi comme pour lui. Donc j'ai par exemple, moi, un client que j'aime beaucoup en ce moment, on va l'appeler monsieur F. Il travaille c'est un dirigeant d'une grosse boîte de BTP et il a compris, tu vois? En fait, c'est vraiment il a pris pas mal d'heures de coaching avec moi pour préparer plein de prises de parole pendant 1 an et au bout de la deuxième prise de parole à préparer, il a capté. Il a laissé tomber le discours habituel, écoutez, bonjour à tous, je tenais à remercier, il a paf, ça tombe, écoutez, on est une entreprise agile qui combine une excellence, business ainsi que il laissait tomber. Il a laissé tout ça tomber et maintenant et ça y est, image forte, émotion, il est lui, il est transparent et si tu veux, ce qu'il faut garder dans tout ça, c'est que au delà de changer ses prises de parole, il se sent bien. Il se sent bien quand il les donne, il sait qu'il peut faire passer des bons messages, il sait qu'il peut impacter son codir, il sait qu'il peut impacter ses clients, il sait faire passer des messages à la télé. Donc il se sent bien, dans ça et parce qu'il se sent bien, il communique plus et parce qu'il communique plus et qu'il le fait bien, l'image de sa marque, elle est meilleure. Donc il a accepté des trucs qu'il aurait pas accepté, il a été invité à des trucs où il aurait pas été invité. Le package d'opportunités, parfois ratées, en prise de parole, il est énorme. Je crois que les gens, ils se rendent pas compte que les responsables événementiels, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ce qui a été fait il y a pas longtemps, est-ce que le mec a été bon ou pas bon? Ah tiens, si on l'a invité. Attends, et tu vu le mec, il a été invité là-bas et si on le reprenait? Et donc comme ça, ah, je l'ai vu, il y a BFM qui va le chercher, il y a Bismarck qui va le chercher, il y a machin qui va le chercher. C'est des opportunités pour leur image de marque qui est énorme et quand tu mets des centaines de milliers, de millions dans ton marketing, mais que tu es pas fichu de mettre quelques milliers d'euros dans les prises de parole, il y a un petit problème. Mais c'est sûr que j'aime bien cette image-là parce que quand tu dis: «Le gars, il a fini par, comprendre et lâcher certains trucs» et que du coup, c'est presque une courbe de Gauss, le truc, il s'envole, quoi. Parce qu'en fait, il est lui et du coup, il est confortable avec ce qu'il dit et ce qu'il a à faire passer donc c'est plus crédible pour tout le monde, finalement. Ouais, ils s'amusent, tu vois? Ils s'amusent. Quand tu t'amuses dans quelque chose, tu es meilleur. Tu sais, même tous les sportifs, ils te disent, que ce soit footballeur, tennisman, rugbyman, si tu t'amuses plus, Ouais, c'est fini. ça lâche, quoi. C'est fini. Je m'amusais plus là. C'était fini, je m'amusais plus. Donc c'est pareil en prise de pareil tout sûrement, mais en prise de parole, si tu t'amuses pas quand tu prépares, quand tu y vas, bah, tu Ouais. vas voilà, tu vas stagner, quoi. C'est ça. Tu vis aujourd'hui en Australie, dans un coin a priori un peu reculé. Tu coaches à distance. Est-ce que ça a changé des choses dans ta pratique ou pas du tout? Alors, je te dirais pas du tout, quand tu me le dis comme ça, parce que moi mon ta enfin, je vais pas toucher ton bras, je vais pas te dire là, tu vois, te mettre ta posture.
Je vais pas te mettre des marteaux dans les mains et te dire de les faire bouger. Enfin, je sais pas, mais je suis là pour te dire ce qu'il faut que tu dises et comment. La visio, ça me permet de faire ça et le truc, en fait, si tu veux, ça a changé un truc assez important pour moi, dans le sens où je peux voir mes enfants grandir tranquille parce que décalage horaire, je travaille la nuit, donc je prends soin de mes enfants pendant toute la journée et après je vais dans mon bureau et c'est parti. Donc ça a changé ça pour moi, mais le bénéfique pour attirer mes clients, c'est que je suis au taquet quand je vais dans un coaching parce que comme je t'ai dit, j'en prends pas plus de 2 par semaine, volontairement, pour avoir la flamme à chaque fois. J'ai pas envie de à part que parfois j'ai des tu sais, des conférences, on me demande de coacher 10 conférenciers, puis qui vont parler à machin ou 10 orateurs qui vont parler à un truc. Là, ça peut faire des 2 semaines bien chargées. Mais sinon pour l'individu, j'ai pas en j'en refuse certains, quand ils me disent que, ils veulent juste de la gestion du stress ou des trucs comme ça. Genre: «Tu as une prise de parole ou pas à préparer?» «Non? Bah, alors va voir va voir ça, je te conseille telle personne, machin». Mais pour moi, ce que ça a changé, c'est juste de me donner, plus d'énergie, parce que j'ai la plage, parce que j'ai la tranquillité et je pense que mes clients en bénéficient, quoi. C'est un mode de vie plus serein qui te permet d'être à fond, avec tes clients, quoi. C'est ça, plus serein, mais les difficultés, c'est que je peux pas prendre de café avec mes clients. Donc là, je vais monter en juin sur, alors monter, je sais pas si on monte ou si on va très loin, mais sur Paris en juin. Donc tu vois, j'ai déjà pas mal de café avec des gens. Je vais bien me caféiner, mais c'est peut-être juste ça qui me manque, c'est que je peux pas leur serrer la main, leur dire bonjour et prendre un café ou un déj avec eux. Tu as pas le lien, physique direct, mais que tu auras du coup, en venant à Paris. C'est ça. On arrive à la fin de l'épisode, pour finir, et à tous ceux qui ont peur de prendre un peu la parole, si tu avais un conseil numéro un à faire, ce serait lequel? Alors tu l'as bien compris, je suis pas dans les conseils numéro un ou numéro 2 ni numéro 3. Mais en fait, quand vous dites: «J'ai peur de prendre la parole en public», déjà vous faites une erreur. Parce que vous mettez l'accent sur vous. C'est ça. Arrêtez ça. Votre audience se fout que vous ayez peur. Votre audience, elle veut savoir est-ce que vous avez un truc intéressant à lui donner. Le moment où vous arrêtez de vous centrer sur vous, c'est pour ça que je dis, c'est hyper important ça. D'arrêter de vous dire: «J'ai peur, j'ai pas envie, c'est pas mon truc, je suis timide, je suis stressé, nin nin» et vous dites: «Ah, OK, j'ai un message, à faire passer, je trouve qu'il est important pour moi, il est important pour mon entreprise, il est essentiel pour mon chiffre d'affaires. C'est qui mon audience? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre?» Là où vous allez là-dedans, la peur elle va disparaître. Mais si vous travaillez sur l'erreur c'est de travailler sur sa peur. C'est-à-dire qu'il y a des gens et ils travaillent leur gestion du stress, tu vois? Et si tu veux, tu rends le monstre de plus en plus gros, quoi. Tu dis alors ça, c'est comme si je te disais: «Écoute, j'ai un petit poids de 10 kilos sur ma tête, comment je peux faire pour régler ça?» «Écoute, sur ton poids de 10 kilos, je vais mettre plein de petits poids, d'astuces, tu vas avoir plein de petits trucs qui vont te permettre de t'alléger», tu vois? Ah bah non, enlève le 10 kilos direct et dis-toi, heu, c'est l'audience qui est plus importante que moi, c'est à eux que je dois faire plaisir et si tu rentres vraiment dans cet état d'esprit-là, la peur va disparaître d'un coup. Je pense que c'est un bon conseil, qu'il soit numéro un ou pas. Moi je retiendrai 2 choses, au-delà de tout ce qu'il y a, mais si je dois retenir 2 choses, effectivement, c'est ce focus sur l'audience. Qu'est-ce que je veux leur apporter ou leur transmettre? Et la partie émotion dont tu parlais beaucoup, c'est un peu le comment je veux. Je dirais le pourquoi et le comment. Le quoi, ça sera, l'action. Donc je pense que ouais, focus audience et émotion, je pense que c'est 2 choses, ultra importantes si je devais retenir, juste ces 2 éléments-là. Et si je peux ajouter un truc Sébastien avant de finir, heu, tu en tant qu'Occident, on est beaucoup dans la théorie, dans la réflexion, tu vois? Dans, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Une prise de parole, c'est pas ça, pour moi. Pour moi, c'est un moment que tu crées avec des gens. C'est aussi simple que ça. Si tu veux créer enfin, je veux dire, c'est pas une, science compliquée. Si tu veux créer un moment sympa avec quelqu'un, c'est normal qu'il faut que tu le comprennes. Heu, c'est normal qu'il faut que tu lui proposes quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'il aime bien. Tu lui fais goûter un bon vin parce que tu sais qu'il aime bien le bon vin, tu vas lui acheter un fromage qu'il aime bien, je sais pas.
tu veux passer un bon moment avec lui. Il va se souvenir de ça, c'est normal que tu vas voilà, tu vas pas lui dire, «Écoute, on va faire, un Cluedo», alors qu'il aime pas le Cluedo, tu vas pas le bombarder d'informations dont il se fout complètement. Donc en fait, c'est juste logique. On est invisible, tout ça, c'est invisible parce qu'on a peur et on ferme les yeux et on fonce. Moi, tout ce que je dis, c'est ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur votre audience, ouvrez les yeux sur vos messages, ouvrez les yeux sur ce qui est vraiment mémorable et arrêtez de vous mentir et tout ira bien. Ruben, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut faire appel à tes services ou simplement entrer en contact avec toi? Je suis assez, dispo sur LinkedIn, et sur mon site, internet rubenperezcoach.com. C'est là que l'on peut me retrouver. On peut bloquer un petit calendrier à mes côtés. Je mettrai tout ça, bien évidemment, dans les liens de l'épisode. Ruben, merci de ta participation. Merci J'espère Sébastien pour l'invite. j'espère à tous que, cet épisode vous aura plu, que vous en tirerez, des enseignements importants pour vos futures prises de parole et n'hésitez pas à faire appel à Ruben si, vous en avez besoin. À très vite. Merci. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways ou à la newsletter pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sous Escorlware sur Instagram et X pour des discussions et des aperçus exclusifs. Ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés, reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer des questions ou idées ou suggestions pour de nouveaux épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer de le partager avec toi. Prends soin de toi, que ton esprit continue de s'épanouir. À bientôt.